Bonjour et bienvenue à cette webconférence organisée par VECA en partenariat avec l'Union Mutam. Union parce qu'elle rassemble 3 mutuelles engagées et indépendantes créées par et pour des territoriaux. Une webconférence dont l'objectif est d'échanger sur la question de l'égalité professionnelle femmes-hommes sous l'angle de la QVT. Est également partenaire de cette webconférence l'association Dirigeantes et Territoires qui est un lieu d'échange et de bonnes pratiques professionnelles et de valorisation des actions et des parcours, avec pour objectif de faire avancer la parité femmes-hommes dans le secteur public local. Une association qui regroupe aujourd'hui près de 250 membres. Alors pourquoi ce sujet? Parce que même si la situation évolue, la route est encore longue pour assurer la parité et l'égalité femmes-hommes dans la fonction publique territoriale, et poser la question en termes de qualité de vie au travail permet d'explorer ce sujet sous des angles divers et éclairants. En effet, la qualité de vie au travail est, et je cite une ex-DRH, Aude Amaroutourou, que vous pouvez retrouver sur les réseaux, qui est une directrice actuellement d'une association. Dans une tribune, elle a utilisé cette formule en disant que la qualité de vie au travail est protéiforme et d'une certaine manière, elle permet de reposer les termes du débat, en l'occurrence le débat de la parité. Après avoir présenté les données de l'Observatoire de la parité des dirigeantes et territoires, nous tenterons d'analyser la question de l'égalité professionnelle femmes et hommes sous plusieurs angles avec nos 3 invités que je m'empresse de vous présenter. Françoise Descancrenier. Alors, on peut peut-être dire tout de suite et insister sur le fait que vous êtes une élue locale depuis 2001, je crois, car c'est une expérience de terrain et que c'est à ce titre que vous siégez notamment au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, notre Conseil sup, je dirais, et au FIP-HFP que vous présidez. Vous avez été également député et à cette époque-là, auteur d'un rapport sur les inégalités de rémunération et de parcours professionnel entre femmes et hommes dans la fonction publique. Donc, on peut dire que le sujet des discriminations a toujours été une véritable constante dans votre vie professionnelle et personnelle. Bonjour Françoise. Bonjour. Stéphanie Portier, vous êtes à distance, vous êtes directrice générale déléguée à la qualité des services à la population à Montpellier, ville et métropole, et vous êtes par ailleurs vice-présidente de Dirigeantes et Territoires que je citais tout à l'heure, déléguée à l'Observatoire de la parité dont vous nous présenterez une partie des données tout à l'heure. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Et Mathias Trogli, DGS de Sarcelles, est membre de Dirigeantes et Territoires, très engagé au quotidien dans votre collectivité sur les sujets de qualité, de vie au travail et de discrimination. Bonjour Mathias. Bonjour. Nos invités répondront d'abord à mes questions, mais cette webconférence est surtout là pour répondre aux vôtres. N'hésitez pas à les poser, vous avez un icône question que vous pouvez voir sur votre écran. Enfin, je vous informe que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne dans les jours qui viennent et dont le lien vous sera envoyé par mail. Mais on va commencer par vous, Stéphanie, avec ce fameux observatoire de la parité qui a été, d'après les informations que j'ai, lancé en mars 2022, avec un objectif qui est d'être un outil d'analyse de la place des femmes dans les lieux de pouvoir et en même temps une plateforme aussi de propositions. Vous avez rassemblé une partie de données sur la place des femmes dans les collectivités, les écarts de rémunération, et ça peut être une manière très intéressante de planter le décor. Je vous laisse la parole, Stéphanie. Oui, tout à fait. Merci pour cette introduction. Donc effectivement, l'Observatoire, c'est ce que vous indiquiez, a vocation à publier de la donnée, mais surtout à les commenter, à les analyser. Parce qu'une des difficultés aujourd'hui, c'est de s'y retrouver, et le slide que vous voyez est assez évocateur. Il y a beaucoup de chiffres, mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Donc l'Observatoire travaille sur 2 types de données, à la fois des données nationales, donc qui sont publiées, donc j'y reviendrai tout à l'heure, mais on a eu un problème d'absence de publication de données depuis 2021 par les différents ministères, mais également de données issues de nos partenaires. Nous avons différents partenariats qui nous permettent de collecter des données issues des collectivités. Donc pour vous donner un ordre d'idée de quelques chiffres, donc l'Observatoire se porte essentiellement sur la place des femmes dirigeantes. On a bien conscience que la question de parité et d'égalité femmes-hommes ne touche pas que les postes de dirigeants. Toutefois, ils sont assez évocateurs des questions de plafond de verre. Donc pour redonner quelques chiffres qui sont issus du rapport sur la proposition de loi qui a été adoptée cet été, le 19 juillet dernier, sur l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique. On le sait, les femmes représentent 63% des agents dans les 3 fonctions publiques. Si l'on compare au privé, le privé, ce n'est que 46% de l'effectif total. Pour autant,
elles représentent 43% de la catégorie A+. Donc déjà, on voit que cette proportion tend à diminuer quand on monte dans les grades de la fonction publique. Elles représentent en revanche 67% de la catégorie A. Alors maintenant, si on s'en tient à la question de la place des femmes à des postes d'emploi de dirigeants, donc je vais vous parler de mots un peu barbares, de stock et de flux, donc c'est-à-dire la place des femmes en poste actuellement. Elles sont 39% au sein de la fonction publique territoriale à occuper des postes de dirigeants. Donc vous le voyez, ce sont des données 2021. Pour la fonction publique d'État, c'est 35% et ça remonte un petit peu pour l'hospitalière avec 43% des postes occupés par des femmes. Si maintenant on regarde la primo-nomination, donc pour mémoire, hein, c'est un dispositif obligatoire imposé par la loi Sauvadet, révisé par la loi de transformation de la fonction publique en 2019 et à nouveau par la loi de juillet dernier. On regarde donc les femmes qui sont nommées pour la première fois à des postes de dirigeants. 33% d'entre elles occupaient ce type de poste, donc primo-nommées en 2013, et elles sont maintenant 43% en 2020. Donc si on regarde la progression, la féminisation des primo-nominations a progressé de 9%. Donc ce sont typiquement les effets des lois que je vous citais, 9% entre 2013 et 2020. Pour autant, le stock n'a progressé que de 6%. Donc on voit qu'il y a une marche à franchir entre les femmes qui entrent dans les postes de dirigeants et celles qui restent en poste et qui constituent le stock. Donc, pour poursuivre, vous pouvez voir quelques chiffres donc, qui là sont effectivement issus de nos partenaires. Je le citais tout à l'heure, nous travaillons donc par exemple avec l'Association des régions de France. Nous avons actualisé les données avec leur aide en février 2023. Il est évident que ce sont des données volatiles et que si on en reparle dans quelques mois, ces chiffres sont amenés à évoluer. On recensait donc 6 femmes qui occupaient des postes de DGS. Et là, je parle bien des postes de DGS, puisque ce que l'on peut constater également, c'est que la féminisation des postes de DGA, c'est quand même globalement opéré, mais que ça reste quelque chose de plus compliqué quand on regarde les postes de DGS. Donc 6 femmes DGS à l'échelle des régions, ça représente 33% des postes. Pour les communes de plus de 80 000, ce sont donc 15 femmes qui ont été recensées à des postes de DGS. Ce sont des données à prendre avec précaution puisqu'elles sont issues de France Urbaine. Donc on parle des collectivités adhérentes à France Urbaine, donc ce qui amènerait un pourcentage à 26%. Si l'on compare maintenant cette donnée avec les EPCI, donc nous avons 16 femmes, encore une fois, adhérentes à France Urbaine, collectivités adhérentes à France Urbaine, qui occupent des postes de DGS. Et pour les départements, ce sont 15 femmes qui sont à des postes de DGS. Là encore, ce sont des données issues de l'Association des départements de France. Donc, pour conclure sur ces chiffres-là, vous redire ce qu'est la primo-nomination. Donc, on parle de 7 500 emplois fonctionnels dans la fonction publique territoriale, ce qui est quand même un volume assez conséquent. Maintenant, si on regarde les postes concernés par la primo-nomination, en 2019, ça ne concernait plus que 205 postes. Donc, rapporté à 7 500, vous voyez qu'on parle d'une portion congrue. Et à l'intérieur de ces 205 postes, 96 femmes avaient été primo-nommées. Donc, on peut communiquer, se gargariser, entre guillemets, d'un chiffre de 47%, mais ramené à la valeur, ce sont 96 femmes. Sur les rémunérations, peut-être. Tout à fait. Donc, ce qu'on a également pu regarder, qui malheureusement constitue encore des écarts assez importants entre les femmes et les hommes, ce sont les rémunérations. Donc en 2020, le niveau moyen de rémunération des femmes s'élevait à 2 270 €. Donc là, on parle bien de niveau moyen, 3 fonctions publiques confondues. Les hommes, quant à eux, c'était 2 573 €. Donc vous le voyez, l'écart se resserre entre 2013 et 2020. Il est passé de 13,9% à 11,8%. Donc on voit qu'il y a quand même des efforts en matière de rémunération. Toutefois, ces écarts restent importants puisque c'est 8,5% d'écart défavorable aux femmes dans la fonction publique territoriale, 13,8% pour la fonction publique d'État et 19,1% pour la fonction publique hospitalière. Donc, ce qu'on a regardé, c'est que ça s'expliquait majoritairement par des différences de position professionnelle. Donc, c'est-à-dire qu'à profil identique, âge, qualification, statut, temps de travail et type d'employeur, les femmes perçoivent moins que les hommes. Donc là, on voit qu'il y a encore une vraie inégalité de ce point de vue-là. Ensuite, on peut parler effectivement de la part des femmes dans les 10 plus hautes rémunérations, puisque vous le savez, donc avant la loi de 2019, de cet été, les choses évoluent maintenant, mais c'était les communes de plus de 80 000 habitants qui devaient publier ces chiffres, et on voit que les femmes représentent 38% des 10 plus hautes rémunérations en moyenne. Donc effectivement, ces chiffres nous permettent de planter le décor par rapport aux données actuelles de la parité. Merci beaucoup Stéphanie pour
pour ces données. On les commentera, je pense que Françoise et Mathias, et puis on aura sûrement des questions à ce sujet. Je voulais prolonger notre échange sur une question qui est peut-être un petit peu plus personnelle. On parlait de votre participation comme vice-présidente de Dirigeantes et Territoires, et peut-être de l'engagement que vous avez eu avant. Est-ce que vous pourriez revenir très brièvement, mais sur votre parcours et nous dire à quel moment la question de la parité femmes-hommes a pris son importance pour vous? Est-ce qu'il y a eu Oui, un tout à moment un fait. peu plus déclencheur que l'autre? Oui, en effet, j'ai travaillé 10 ans en centre communal d'action sociale. Donc il est évident qu'on parle de métiers extrêmement féminisés. Je travaillais avec beaucoup de collaboratrices femmes. J'ai quand même pu constater assez rapidement que quand j'allais dans des réunions avec des collègues masculins, spontanément, nos partenaires, nos interlocuteurs s'adressaient à eux, pensant que probablement, étant hommes plus âgés que moi, c'était eux les chefs. Donc ça a commencé à ce moment-là à m'interroger en me disant qu'il y avait quand même un problème de légitimité qui était renvoyé aux femmes, a fortiori à ce moment-là assez jeunes. Là où ça a été vraiment le plus, patent pour moi, c'est lorsque, j'ai pris mon deuxième poste de DGA, donc dans une collectivité assez importante. Le staff de DG n'était pas paritaire puisque nous étions deux femmes et 4 hommes. J'étais là encore la plus jeune et si je me permets d'insister sur ça, c'est parce que j'avais, une charge de famille et donc une réalité d'équilibre, conciliation vie personnelle, vie professionnelle, accentuée par rapport à mes collègues. Et là, ce à quoi j'ai assisté m'a vraiment fait prendre conscience de difficultés encore sur la parité. J'avais plus de difficultés à prendre la parole. J'avais, dans mes champs de compétences, par exemple, les sports. J'ai rapidement constaté que c'était un domaine réservé à ces messieurs. J'avais du mal à pouvoir avoir la parole, par exemple, sur ces sujets-là. Et ce qui vraiment me frappait, c'est que, on est en direction générale, donc on peut sans problème, la veille pour le lendemain, avancer une réunion qui a lieu à 8h30, 9h, l'avancer à 8h au dernier moment. Or moi, ça me posait de vraies difficultés par rapport à mon organisation personnelle. Donc j'ai commencé à en échanger avec mes collègues en disant que réellement, on n'avait peut-être pas, la même réalité, sur ces points-là. Et ce qui m'a aussi frappée, c'est que certains collègues, qui donc n'étaient pas en direction générale, me renvoyaient de l'espoir. Ce sont vraiment leurs termes. Ils me disaient leur satisfaction de voir une femme plutôt jeune en direction générale en me disant: «Enfin, on se sent représenté». Donc j'ai aussi vraiment pris conscience de ça. C'est-à-dire que, sans parler que des questions de genre, il y a une forme de sentiment que quand on est à des postes importants, on doit travailler du matin au soir, être relativement corvéable et donc ça pose franchement la question de la conciliation, vie personnelle et vie professionnelle. Et le dernier moment qui a été relativement édifiant pour moi, j'ai été nommée, directrice générale des services dans une collectivité et ce qui a été beaucoup communiqué à ce moment-là, c'est la satisfaction des élus d'être l'une des rares collectivités à avoir nommé une femme de moins de 40 ans. Et je les comprends parce qu'effectivement, c'était, probablement un pari, assez audacieux, mais c'était quand même un peu gênant que, l'argument principal de ma nomination porte sur mon genre et mon âge et ça m'a quand même été renvoyé en me disant: «Mais vous en avez pas marre qu'on communique que là-dessus?» Et je dois vous conférer que si, j'aurais aimé qu'à un moment donné, ce soit bien, les raisons de ma compétence et de mon parcours qui soient mis en avant et non pas ni mon genre, ni mon âge. Donc voilà, 3 moments clés, je dirais, qui expliquent mon engagement aujourd'hui. Oui, bah, c'est très intéressant d'avoir, au-delà des chiffres, votre vécu dans lequel je pense un certain nombre de femmes doivent se retrouver. Il y avait une petite question tout simplement technique qui concerne les chiffres que vous avez évoqués tout à l'heure, notamment sur les rémunérations. C'est une question d'une internaute. Est-ce qu'il s'agit bien du niveau moyen de rémunération ramené en temps plein pour les femmes, car beaucoup de femmes sont à temps partiel? Tout à fait. C'est une précision très intéressante. Je ne suis pas rentrée dans ce détail technique, mais en effet, on compare bien, avec des équivalents temps plein, donc ça permet de, ne pas prendre le biais lié au temps partiel, en effet. Une dernière question que je voulais vous poser, j'aurais peut-être dû vous la poser avant, parce que elle touche même le sujet même de la webcon, de votre point de vue, est-ce qu'il est pertinent de faire un lien entre parité femmes-hommes et qualité de vie au travail? Oui, tout à fait. Alors, je dirais pour plusieurs raisons et puis je sais que nous le développerons dans l'heure qui arrive, mais effectivement, pour moi, c'est très important déjà parce que, ça nous permet de montrer une exemplarité. Les collectivités aujourd'hui, ont du mal à recruter. Il est important de montrer voilà, une image exemplaire de la collectivité en se posant la question des sujets de discrimination, de rupture d'égalité, on envoie forcément un signal à nos agents.
Ça favorise aussi la question du bien-être puisque, on a aujourd'hui des leviers qui nous permettent de travailler ces questions. Au-delà de la QVT, il y a eu le RIFSEP qui a permis quand même, de réduire les écarts de rémunération femmes-hommes pour les collectivités qui s'en sont saisies en ce sens. On a les lignes directrices de gestion qui aujourd'hui nous permettent d'avoir un œil sur la question, des nominations, des promotions et des avancements entre les femmes et les hommes, et tout ça pour moi contribue vraiment à l'attractivité, à la marque employeur et au bien-être, que l'on veut donner à nos agents. Il y a d'autres choses aussi, moi, qui me semblent très importantes. Les collectivités, bon nombre d'entre elles, conduisent des projets d'administration. Aujourd'hui, il est indispensable que ces questions-là apparaissent dans un projet d'administration parce que les collectivités doivent aussi s'engager dans une démarche de RSE. Donc pour moi, voilà, ce sont autant de marqueurs qui permettent à ce que les agents sentent qu'il y a une approche sur l'égalité et les ruptures d'égalité d'ailleurs. Et puis le dernier point peut-être également, c'est aussi toutes les actions que l'on peut conduire de manière beaucoup plus volontariste que ce que je viens d'indiquer, ce sont les formations. Former les managers aujourd'hui aux questions, d'égalité parce que, par moment, reproduire un stéréotype, c'est quelque chose que l'on fait malgré soi. Donc déconstruire les visions me semble important, ça passe par de la formation ou tout du moins de la sensibilisation. Donc tous ces éléments-là, pour moi, oui, à n'en pas douter, contribuent à la qualité de vie au travail. Merci Stéphanie. On reviendra, ce que vous disiez sur le projet d'administration, on reviendra sur ce sujet-là, notamment avec Mathias, et sur l'idée de dépasser le normatif pour intégrer culturellement ces questions-là à l'intérieur d'une collectivité. Il y a différentes questions qui arrivent, notamment une que je vous poserai, Françoise, mais d'abord je voulais commencer avec vous sur revenir sur le fait que le sujet des discriminations a toujours été une constante pour vous, et peut-être que vous nous disiez quelques mots sur Stéphanie l'a un peu évoqué, sous l'angle, je dirais, plus structurel de la place des hommes dans la définition de certaines contraintes sociales. Oui, parce qu'effectivement, notre pays est un pays où l'égalité formelle apparaît comme acquise, mais où on rencontre d'importantes inégalités entre les femmes et les hommes. Et si l'objectif, effectivement, d'égalité lié à la reconnaissance d'inégalités, de différences qui sont considérées comme injustes et qu'il s'agit de corriger, est un objectif qui est reconnu comme légitime, eh bien, ça ne veut pas dire que les solutions qui sont préconisées pour mettre en œuvre cette égalité sont consensuelles. Et c'est complexe de repenser effectivement une société égalitaire, car il y a une modélisation très ancienne qui a été faite par les hommes et pour les hommes, et c'est toute une vision scientifique qui est androcentrée et fondée sur le rôle des hommes par contre dans l'histoire de l'organisation des sociétés. C'est effectivement une vision, une construction culturelle, historique, et pour déconstruire cette organisation, eh bien, il faut chausser ce qu'on peut appeler les lunettes du genre pour à la fois comprendre la construction sociale des inégalités de fait, et puis rendre visible ce qui est finalement invisible et parfois inconscient. Et il faut les mettre en évidence. Et les inégalités de genre, elles sont profondément ancrées dans la société parce qu'elles sont transversales à l'ensemble des domaines et qu'elles forment le système. Elles traversent les espaces privés, les espaces publics, et aboutit donc à la création de normes qui sont sexuées, genrées, et qui sont marquées donc par l'inégalité de genre. Et le travail, justement, puisque c'est aussi le sujet aujourd'hui, c'est un vrai pivot et qui est un lieu d'expression aussi des inégalités. On peut noter notamment la question de la ségrégation horizontale, où il y a effectivement une concentration forte de femmes dans certains métiers et à contrario d'hommes dans d'autres métiers. Et en ce qui concerne les femmes, il s'agit effectivement des métiers du soin, de la relation à l'autre, et pour lesquels on reconnaît aux femmes plutôt des aptitudes pour les accomplir. Et quand c'est naturel, eh bien, il ne s'agit pas de compétences, puisque ce sont des qualités, et on est plus dans ce qui peut paraître de l'inné, plutôt de l'acquis. Et à partir du moment où il y a des différences de ce type, eh bien, ces métiers-là ne sont pas valorisés à la hauteur de ce qu'ils devraient être, et c'est des métiers qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas de qualifications reconnues comme étant effectivement porteurs. Et c'est souvent des métiers d'ailleurs qui sont
question, comment dire, de l'externalisation de la sphère privée. Ils sont exportés de la vie familiale. Voilà, du cadre familial. Et c'est important. Et je pense qu'il faut faire attention aussi, même si c'est important de bien accompagner au mieux les femmes dans des situations de déséquilibre de ce genre, mais il faut en même temps bien s'attaquer au déséquilibre lui-même, parce qu'effectivement c'est structurel. Et il y a peut-être des solutions, et notamment par rapport à la ségrégation horizontale, c'est-à-dire des métiers, plus de métiers à prédominance féminine et qui sont dévalorisés parce que justement occupés par des femmes. Eh bien, il y a effectivement le principe de à travail de valeur égale, salaire égal. C'est plus à travail égal, salaire égal, mais effectivement, il faut s'attaquer à ce vrai travail de fond auquel il faut effectivement remédier pour permettre d'avoir des qualifications aussi bien pour des métiers dits à prédominance masculine qu'à prédominance féminine, et toutes ces différences, elles perdurent complètement dans les parcours éducatifs, que ce soit à la maison ou dans le parcours scolaire, dans les parcours professionnels, dans bien sûr les responsabilités parentales et domestiques, où effectivement il n'y a pas l'équilibre. On parle souvent de la charge mentale, mais il n'y a pas d'équilibre dans la répartition des tâches. Et puis aussi tout ce qui est de l'ordre de l'accès aux responsabilités politiques, sociales, professionnelles. Et ce qui est encore plus difficile, c'est que les femmes elles-mêmes intériorisent ce positionnement en s'auto-censurant, y compris quand elles sont en responsabilité, parce que ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand une femme, parce qu'il y a les statistiques, il y a ce qui est effectivement comptable, on compte tant de femmes, tant d'hommes en responsabilité et tout, mais quand une femme est en forte responsabilité, eh bien, c'est pas pour ça que c'est égalitaire, parce qu'elle ne mène pas la même vie, elle n'aura pas la même articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, et donc ça cause d'énormes problèmes. C'est pour ça que quand on préparait cette émission, vous évoquiez le fait que plutôt que la notion d'égalité femmes-hommes, vous aimiez mieux l'étape de l'équité. Alors, l'objectif est toujours l'égalité. Mais effectivement, des fois, il faut faire plus pour arriver à faire de l'égalité. C'est bien pour ça, mais l'égalité, toujours, à vrai dire, c'est tout ce qui est universel, tout ce qui est accessible. Enfin, il faut avoir une vision d'universalisme pour les femmes comme pour les hommes. Mais comme il y a effectivement un énorme retard, puisque tout a été pensé effectivement de façon androcentrée par les hommes et pour les hommes, et on le verra peut-être quand on va parler de QVT directement, sur la santé des femmes et la santé des femmes au travail. L'androcentrisme, il est médical, il est effectivement avec un standard homme, et non pas en voyant bien quelles sont les particularités, les différences biologiques que peuvent avoir les femmes. Et régulièrement, on pense surtout parce que il y a la santé, il y a ce qui est à la fois invisible, et donc le diagnostic quelquefois est faussé, et donc l'accès aux soins retardé, ou survisible, c'est tout ce qui concerne la santé et tout ce qui est de l'ordre de la sexuelle et la reproduction. Et là, c'est survisible, c'est-à-dire que on en parle beaucoup plus. Mais le reste, non, comme si la femme n'avait pas de cerveau, pas de poumon, pas d'autres organes, enfin, etc. Moi, je plaisante, mais c'est un peu ça, quoi. Oui, vous parliez sur le fait que l'égalité était l'objectif, évidemment. Et il y a une question d'un internaute qui est sur les mots, mais c'est important peut-être de le préciser, qui nous rappelle que le principe d'égalité est inscrit dans notre Constitution et repose sur l'égalité des chances et la méritocratie notamment. Pourquoi mesurer la parité qui ne couvre pas les mêmes réalités ni les mêmes objectifs ? Oui, parce qu'effectivement, on a besoin de statistiques, de normes qui soient sexuées, genrées, pour justement montrer effectivement les différences. À la fois les différences en nombre, mais aussi voir que vu les différences notamment biologiques, eh bien on doit faire autrement quand on a une femme en face de soi, que ce soit dans le cadre de la santé, que ce soit dans le cadre effectivement de la vie personnelle et au travail. Et c'est pour ça qu'effectivement la QVT peut être un des moyens
pas le seul, parce que ça permet de repenser globalement les choses. Alors, parlons-en un peu de la QVT. Oui. Et puis des managers aussi, puisque c'est quand même eux qui sont qui ont les leviers entre leurs mains. Les managers, les ressources humaines, parce que si un service de ressources humaines et les managers fonctionnent bien, eh ben, il faut qu'ils le fassent au prisme de l'égalité femmes-hommes pour à la fois, on a vu tout à l'heure dans les statistiques la différence entre les flux et les stocks, il y a du retard et donc il faut se centrer sur cette question d'égalité parce que quand on vise à l'égalité, finalement on agit pour tous aussi en même temps. Moi je me souviens effectivement dans le cadre du rapport que j'avais remis et qui a été rendu public en 2017 sur les inégalités de parcours et de rémunération entre les femmes et les hommes dans les 3 versants de la fonction publique. Je me rappelle d'une gendarme qui précisait que finalement il n'y avait pas de planning avant le fait qu'il y ait des femmes vraiment dans le métier de gendarme. Et donc et finalement c'est arrivé parce que les femmes avaient plus à avoir finalement à s'occuper à la fois des affaires domestiques et des enfants. Et donc il y a des plannings qui ont été finalement faits. Sinon c'était du jour au lendemain. On connaissait son emploi du temps. Et donc ça a servi à tout le monde parce que ça n'a pas servi qu'aux femmes, mais ça a servi aussi aux hommes. Donc il faut aussi faire de l'égalité une démarche qui permette effectivement aux hommes aussi, eh bien d'être à égalité avec les femmes. Voilà, c'est pas. Mais il y a du retard, donc il est nécessaire d'aller plus loin. Et alors la QVT peut le permettre, est un biais. Hein, tous les biais qui permettent d'aller vers l'égalité sont indispensables et les chemins sont indispensables à parcourir parce que à partir du moment où c'est la question de l'égalité, elle est transversale, elle doit être transversale à toutes les politiques publiques et donc aussi à la gestion de ressources humaines. Eh bien, elle doit finalement être instillée un peu partout. Donc voilà, et c'est à la fois dans l'aménagement du temps de travail, dans le temps de travail, dans les modalités de travail, dans les conditions même de travail qu'il faut se pencher. Et l'important, c'est aussi que ce soit participatif pour permettre à tous les agents, effectivement, d'être en même temps, de s'approprier ces questions. Ben on en reparlera aussi avec Mathias. Mathias, tout à l'heure, une dernière question que je voulais vous poser. Je ne pouvais ne pas vous poser. Vous êtes présidente du comité national du FIPHFP. Est-ce que la question de la parité se pose différemment pour les personnes en situation de handicap? Elle devrait se poser dans les mêmes termes, mais quand on regarde bien les politiques en faveur des personnes en situation de handicap, eh bien, elles n'ont pas intégré du tout la dimension liée à la fois au genre et au sexe dans leurs actions. Et alors, ça vient du fait aussi que malgré les politiques volontaristes qui sont instaurées et qui ont instauré notamment une obligation d'emploi des personnes en situation de handicap, eh bien, nombre d'entre elles sont encore très éloignées de l'emploi et connaissent bien des obstacles pour avoir un parcours professionnel. Alors, et le taux de chômage, globalement, est 2 fois plus élevé que par rapport aux personnes valides. Donc déjà, l'ensemble des personnes en situation de handicap sont en difficulté. Voilà. Alors, c'est ce qui, à mon avis, oui, c'est déjà empêche, un sujet en soi. Voilà, c'est un sujet en soi. Mais deuxièmement, quand on est femme et en situation de handicap, eh bien, en tant que femme, on a les mêmes problèmes d'inégalité et le handicap aggrave encore la perception et il y a des stéréotypes qui sont aggravés à partir du moment où la personne est en situation de handicap. Je peux citer deux choses au niveau du défenseur des droits. La saisine du défenseur des droits, le plus grand nombre de saisines, c'est sur le handicap. Et sur les questions posées sur le handicap, c'est avant tout l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est important à percevoir. Donc c'est au global quand même. Mais le défenseur des droits a aussi édité une étude sur femmes en situation de handicap et qui montre bien qu'il y a encore beaucoup plus de problèmes pour les femmes en situation de handicap et que effectivement c'est aggravé à la fois parce qu'il y a le critère du genre et il y a le critère du handicap aussi. Donc c'est vraiment vraiment une intersectionnel entre effectivement
genre et voilà. Donc, alors nous au FIPHFP, on essaie d'intégrer. Alors on a intégré en personnalité qualifiée une personne qui effectivement est présidente de Femmes pour le dire, Femmes pour agir, donc qui même si nous on essaie tous ensemble, mais qui a effectivement une expérience sur le sujet et donc et qui entend régulièrement les problèmes des femmes en situation de handicap. Voilà, donc c'est encore beaucoup de progrès à faire et il y a beaucoup de marge de manœuvre pour améliorer la situation des femmes en situation de handicap. Merci François. De toute façon, vous aurez la parole à d'autres occasions. Je m'adresse directement aux internautes pour leur dire que je vois bien leurs questions et qu'on va les poser à nos intervenantes et à nos intervenants. Je voulais quand même passer la parole à Mathias, qui peut-être d'ailleurs dans ses propos répondra à certaines questions qui apparaissent sur mon écran. Mathias, quand on parle de parité femmes-hommes, on l'évoquait tout à l'heure, il y a effectivement un côté qui est normatif, quoi. Est-ce que le risque n'est pas de se contenter dans certaines collectivités, je crains malheureusement que ce soit le cas, d'être en règle avec ce normatif, quoi, alors que la question est peut-être plus dans une, comme le disait Stéphanie, dans une culture d'administration? Je dirais que la norme ne peut pas régler à elle seule la question de l'égalité ou même de l'équité, comme vous le disiez fort justement tout à l'heure. La norme, c'est une lecture, c'est un point d'étape. Je pense que le chemin vers l'égalité, c'est celui de la culture d'administration. C'est-à-dire c'est celui qui va emporter au quotidien l'adhésion, donc c'est très managérial, mais c'est ce qui va apporter petit à petit l'adhésion de l'ensemble des agents, de l'ensemble des parties prenantes de la collectivité aussi, aux questions d'égalité. Donc je pense que dans un premier temps, au-delà de la norme, la question pour les administratifs en tout cas, du collectif de direction générale, c'est-à-dire de l'engagement du collectif de direction générale, et j'utilise engagement au sens strict du terme, est une vraie question. On ne peut pas se contenter de dire, bah, écoutez, voilà, moi j'ai un tableau de gestion, je contrôle mes flux, je contrôle mon stock, je contrôle ce qui arrive, et au bout d'un moment j'ai 50% et tout va bien. Donc je pense que la lecture de l'égalité ne peut pas se lire uniquement par l'intermédiaire d'une norme, mais essentiellement autour d'une culture. Après, on a des outils pour le faire, c'est-à-dire que managérialement, on n'est pas démunis. Je pense qu'il est très important quand même de se poser la question des signaux faibles, c'est-à-dire de ce qui, à l'intérieur de notre quotidien de travail, va emporter un certain nombre de soucis liés à l'égalité. On a souvent coutume de prendre pour exemple la blague salace de la machine à café. Elle existe, la blague salace de la machine à café. Elle a mis des collègues en difficulté. Je suis aussi frappé par les attitudes masculines qu'on peut avoir sur des débriefings de réunion. Un homme qui s'énerve a du caractère, une femme qui s'énerve est hystérique. Au-delà de ça, une femme qui est malade, on parlait de la santé au travail, une femme qui est malade est en état de faiblesse, est une personne fragile, est une personne sur qui l'on ne peut pas compter pour un grand projet parce qu'elle est quand même souvent malade, parce qu'elle pose souvent des arrêts. Donc là, on a alors par l'intermédiaire de la formation, par l'intermédiaire de campagnes de sensibilisation, mais surtout, je dirais, au quotidien, parce que font les managers, c'est-à-dire par voilà, la tolérance zéro de la blague sexiste, la tolérance zéro sur les attitudes en réunion. Voilà. En réunion, pareil, laisser chacun et chacune s'exprimer, c'est quelque chose d'important. On a de plus en plus de féminisation de métiers qui étaient auparavant très masculins, comme par exemple les métiers techniques. Moi, je suis frappé de voir que par moment en réunion, on se contente d'utiliser la technicienne dans un rôle très technique, là, de surtout pas donner son avis sur la stratégie globale qu'on peut avoir autour d'un projet ou d'une politique publique. Ça, ce sont des petits indices, mais qui sont de gros indices de l'application de l'égalité dans la collectivité. Pareil, quand on parlait de projet d'administration, Stéphanie Portier en parlait, le projet d'administration, ça doit être l'élément clé dans lequel l'égalité doit pas être un des items, mais doit être au départ dans les objectifs de la collectivité. Le rapport sur l'égalité professionnelle. Moi, je suis arrivé dans une collectivité qui avait un rapport où il y avait 3 pages annexées au budget, vite fait, sur lequel on disait, voilà, regardez les stats, regardez les normes et compagnie. C'est quelque chose qui se construit peut-être ensemble, qui se construit peut-être aussi avec les organisations syndicales, avec les représentants du personnel. Mais en tout cas, c'est un signe de bonne santé en termes d'égalité. Formation, campagne.
nous avons la chance à Sarcelles de disposer d'une chargée de mission sur l'égalité et d'avoir un budget dédié. Nous, on a 50 000 € de notre budget qui est dédié directement à ces questions d'égalité. C'est aussi un outil qui est intéressant à mettre en place parce qu'il fait le lien avec les politiques publiques qu'on peut avoir oui, dans ce cadre-là. parce que justement, le risque, un peu comme à une époque sur un sujet qui était moins grave, qui était celui de l'innovation, on avait tendance à charger quelqu'un de l'innovation, quoi. Ne pas se débarrasser, si je puis dire, du sujet, comme on a tendance à le faire dans certaines collectivités, avec une politique de tuyaux, alors qu'en fait, est-ce qu'on peut complètement décorréler la question de la parité de toutes les politiques publiques que l'on mène dans une collectivité? C'est le fondement de notre métier, de mener des politiques publiques. Donc si on déconnecte la question des politiques publiques de la question de l'application de l'égalité professionnelle, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Et quand on parle de culture, la culture de la collectivité transpire aussi par les politiques publiques qu'elle peut mener. Et puis il faut faire attention aussi à poser un cadre de l'égalité qui déborde forcément sur les politiques publiques que nous menons. Il faut faire attention aux associations que la collectivité peut subventionner. Pareil, il faut faire attention aux petits signaux faibles qu'on peut avoir vis-à-vis de certaines associations. Je me rappelle il y a peu d'un rendez-vous que nous avions avec les élus sur une association qui voulait monter un tremplin rap sur Sarcelles. Un tremplin rap qui était bien organisé. Ils nous montrent la petite vidéo qu'ils avaient faite, qui était magnifique, très bien organisée sur le nombre d'artistes qui devaient y passer. Il n'y avait pas une femme. Et en plus, le contenu des paroles qui étaient dedans était complètement incompatible avec l'égalité. Et ben en fait, au lieu de leur dire, écoutez, non, c'est pas possible, voilà, on leur a dit, retravaillez votre dossier. Revenez avec un dossier qui intègre. Et finalement, on a eu un tremplin sur lequel on a eu une forte participation de femmes et on a réussi à contourner ce biais-là. Mais ça veut dire que même les acteurs qu'on a autour de nous, il faut les emmener sur une trajectoire en fait, qui est celle aussi qui est liée à la culture d'administration. Faire attention au réseau professionnel, faire attention au personnel, on l'a dit. Donc je pense que oui, les politiques publiques que l'on mène ne doivent pas être déconnectés de cette réalité-là. Alors moi, il se trouve que je suis sur une collectivité qui est assez emblématique d'un certain nombre de choses, puisque c'était une collectivité qui a accueilli énormément d'immigration, où la place de la religion est très importante même dans l'espace public à Sarcelles, et donc la question du patriarcat est très importante. Et donc on ne peut pas avoir des services qui parlent aux administrés de la même façon, d'une façon qui est déconnectée des questions d'égalité à ce sujet-là. Donc il faut, je pense que la question de l'égalité qui déborde ensuite sur la question des discriminations, discrimination handicap, discrimination raciste, discrimination antisémite, enfin voilà, on a quand même un champ qui est important. On parle de culture. La culture, c'est long, ça prend du temps. Les normes sont là pour nous rappeler le chemin parcouru, mais le chemin, il est long et il est difficile. Alors, je vous propose qu'on s'arrête pour répondre à quelques questions, parce que sinon j'ai peur qu'on n'y réponde pas, puis ce sera peut-être l'occasion Alors, il y a inévitablement une question, je ne suis pas surpris de l'avoir, qui tourne autour de ce que la personne appelle le terme horrible de quota. Donc, voilà. Est-ce que le vocabulaire a changé sur le sujet du jour? Il semble que l'on n'utilise plus, par exemple, le terme horrible de quota. Bon, au-delà de cette remarque, qui n'est pas vraiment une question, comment est-ce que vous réagissez, vous, Françoise, par rapport à cette notion de quota? Quand on a eu le congrès, le colloque de dirigeantes des territoires à Montpellier, il y avait Elisabeth Moreno à la fin, la question lui a été posée, et qui, elle, a insisté sur le fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce qu'elle était complètement consciente que ce n'était pas forcément agréable de se dire j'ai fait partie d'un quota, vous le présentez comme ça, mais que c'était aussi une étape forte et indispensable à certains moments pour que des choses évoluent, comme une marche qu'il fallait. Mais les avis sont partagés là-dessus. Oui. Alors, philosophiquement, effectivement, on peut être plutôt contre l'idée de quota, mais quand on voit effectivement que la construction sociale et historique a été faite par les hommes pour les hommes, eh bien si on laisse le temps faire son œuvre seulement, eh bien on n'a pas. Moi j'avais au démarrage de mon rapport, j'avais cité une phrase d'Andy Warhol qui disait que on dit que le temps peut changer les choses, mais en fait le temps ne fait que passer et nous devons les changer par nous-mêmes.
Voilà. Donc, ça veut dire un volontarisme. Et donc, les quotas sont une des modalités qui permettent effectivement d'arriver à plus d'égalité. Mais il y a la question, comme ça a été souligné tout à l'heure, entre les flux et les stocks. C'est une expression un peu difficile, mais enfin, il faut parler comme ça quand même. Et donc, quand on agit que sur des flux, il y a encore un retard considérable. Donc, voilà. Puis, non, moi, je suis favorable maintenant à l'idée de quotas, même si quelquefois, y compris en politique, hein, moi je l'ai vécu. Stéphanie l'a dit tout à l'heure, on parlait plutôt de son âge et de son genre plutôt que de ses compétences et de ses qualifications et son parcours professionnel. Mais dans le même temps, c'est toute la culture qu'il faut changer aussi. Donc, mais il faut aussi en passer par les quotas parce que tous les biais d'amélioration sont bons à prendre. Stéphanie, peut-être sur ce sujet-là, je rajouterai une question parce que Françoise a utilisé le mot compétence, donc j'en profite pour ajouter une question à la question des quotas. Je cite la question de la parité est bien sûr une question essentielle, certes, mais la question des compétences n'est-elle pas prédominante? Alors, effectivement, déjà pour reprendre sur la question de on parle encore ou pas de quotas, oui, c'est quelque chose qu'on utilise encore. Cependant, le législateur est quand même très prudent. Maintenant, on parle d'un pourcentage de personnes de chaque sexe à atteindre, voyez, et parce que ce serait anticonstitutionnel que de dire il faut 40% ou X% de femmes, par exemple. Donc voilà, les formulations ont quand même un petit peu évolué. Je ne reviens pas sur ce qui vient d'être dit. En effet, si on veut faire évoluer la situation, on doit en passer par des quotas, mais qui ne sont pas aveugles, parce que lorsqu'on dit le quota au détriment de la compétence, je ne pense pas que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. L'intérêt de tout ce dispositif, c'est maintenant aussi d'aller inciter les femmes, de leur dire osez postuler, parce que le plafond de verre, c'est aussi les freins qu'on se met. Et ça a été très justement dit tout à l'heure, la réalité d'une femme de conciliation vie personnelle professionnelle ne sera sûrement pas la même que celle d'un homme, et elle n'osera pas forcément postuler à des postes importants de ce point de vue-là. Et puis, on intériorise aussi le fait que peut-être qu'on a moins la compétence. Donc, moi, je pense que l'intérêt aujourd'hui, c'est d'aller susciter ces candidatures-là, d'aller chercher les femmes. On en discutait au sein de Dirigeantes et Territoires, il y a un vrai enjeu pour les hommes, puisque va y avoir un phénomène de rattrapage. Si on met en place ces quotas, c'est pour améliorer une situation. Donc, il est fort à parier que peut-être prochainement, les hommes qui postuleront sur certains postes pourraient être pénalisés, mais c'est le jeu effectivement des quotas. Et donc pour finir là-dessus, pour moi, on prendra des femmes parce qu'elles sont compétentes. Là où il faut être vigilant, c'est les shortlists. Aujourd'hui, ce qu'on ne fait pas forcément, c'est de s'assurer qu'à des postes de dirigeants, on ait au final des listes de candidats équilibrés femmes-hommes. Et bien sûr que la compétence restera le critère. Mais voilà, moi je pense que le quota ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. C'est une manière de rectifier un déséquilibre et pour permettre à des femmes compétentes d'oser se positionner sur ces postes-là. Juste pour un mot chacun. Oui, juste pour dire qu'une femme est autant légitime qu'un homme à occuper un poste et on ne se pose pas la question de la légitimité de l'homme à l'occuper. Donc le problème est là et à partir du moment où on est toujours culturellement sur ces bases-là, on aura besoin de pourcentage. Voilà. C'était exactement ce que j'allais dire. J'allais dire qu'en plus, moi, je n'ai pas encore croisé dans mon environnement de DGA incompétentes qui avaient été recrutées uniquement parce qu'elles étaient femmes. Je n'en ai pas croisé. Ouais, voilà. Le principe de Peters. Je passe sur une question qui serait intéressante de vous poser, mais ça peut faire l'objet d'une autre webconférence. L'amplitude des journées de travail d'un DGS femme ou homme est-elle raisonnable pour la santé? Donc ça, ce sera... La réponse on a tout le problème du présentéisme aussi. C'est une vraie question qui mérite quand même une vraie réponse, qui est qu'il faut, je pense, moi, qu'on change fondamentalement l'image du cadre territorial et des fonctions de direction générale. C'est à nous de l'entraîner aussi vis-à-vis de nos équipes et de la façon dont moi, la personne qui reste jusqu'à 21h le soir ne m'impressionne pas. Elle ne m'impressionne pas. Mais il faut vraiment qu'on se les pose parce que on a l'impression quand même qu'il y avait un très bon, il y a des très bons articles dessus en ce moment sur le fait que voilà, les cadres territoriaux, on a du mal à les recruter. Ceux qui sortent de l'école se dirigent de moins en moins vers les métiers de direction générale, et que là où il y a plafond de verre, il y a peut-être une question aussi à se poser sur l'image que l'on renvoie de nos métiers et la façon dont on les pratique. Toute la question d'attractivité, mais c'est pour ça que je disais on rentre là dans on va revenir peut-être à notre sujet grâce à une question qui était un peu le prolongement de ce que vous disiez, Mathias, tout à l'heure. La collectivité peut respecter les normes, poser des principes et des objectifs,
même l'intégration dans un projet d'administration, elle doit aussi travailler avec la chaîne managériale que vous évoquez afin d'infuser et diffuser une culture d'égalité. Quel est le meilleur moyen pour y parvenir selon vous? Alors, c'est pas en 5 minutes qu'on va répondre à ça, mais peut-être que dans les choses que vous avez pu mettre en place à Sarcelles, il y a des pistes. Nous, on a très fortement relié certaines politiques publiques à notre pratique de l'égalité sur le territoire. On a 2 actions qui sont un peu emblématiques à Sarcelles. La première, c'est ce qu'on appelle Pluradis, c'est le plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la discrimination. Et les discriminations, pardon, on y associe la ville, l'État, la DILCRA, la LICRA, SOS Racisme, l'Union des étudiants juifs de France. Enfin voilà, on a un certain nombre de partenaires autour de ça. Et on a fait de l'égalité quelque chose d'assez central, et on a associé le personnel communal à cette initiative. Donc là, on trouve tout de suite une application très concrète qui infuse tout le monde et qui fait de la transversalité. Deuxième exemple, on a aussi une approche avec un comité de femmes citoyennes. Donc le comité de femmes citoyennes, c'est 47 femmes des administrées sarcelloises qui sont de la gardienne d'immeuble jusqu'à des médecins, enfin voilà, qui sont vraiment sarcelloises et qui se saisissent elles-mêmes d'un certain nombre de questions, notamment la question autour de la consommation de l'espace public, qui est leur première, voilà, qui est autour de l'ANRU et de la politique de la ville qu'on est en train de mener, et sur les restructurations. Elles font notamment en ce moment le siège des cafés de la ville pour remettre une présence féminine dans les cafés de la ville. Et je pense que cette initiative-là, qui est très fortement aussi relayée par le personnel communal, commence à infuser petit à petit au sein de, voilà. Donc c'est un certain nombre de bonnes pratiques qui sont soit parce que le projet d'administration c'est pareil, hein, c'est un document, si on ne le fait pas vivre, il est mort avant d'être sorti. Donc il faut impérativement qu'on trouve des applications concrètes au quotidien. Voilà. Dernier exemple quand même, parce que il me semble que c'est important, il faut aussi penser à la partie sur les violences faites aux femmes. Et nous on a trouvé le biais de la formation, mais notamment on a une association qui s'appelle l'association Rebond, qui lutte contre les violences dans le cadre du sport, puisque au club de tennis de la ville de Sarcelles, il y a eu un précédent assez dramatique. Elles viennent témoigner elles-mêmes devant les agents. Et je vous assure que des agents qui sont notamment des animateurs sportifs ou quoi aux caisses, ressortent de là totalement bouleversés et changent complètement leur conception, leur façon d'appréhender leur métier et leurs relations aux autres et notamment aux femmes. Donc voilà, c'est des petits exemples, mais c'est des exemples qui permettent de raccrocher des petites comètes. Françoise, et puis on posera peut-être la question à Stéphanie sur la notion de l'espace public. Il y a eu des choses qui ont été faites à Montpellier, autant que je me souvienne, qui sont fort intéressantes. Ouais, c'est tout. Je voudrais revenir justement sur la question des politiques publiques, hein, qu'elles soient sociales ou autres, parce que effectivement, c'est important d'avoir une démarche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes notamment, et parce qu'elle véhicule, que ce soit explicitement ou implicitement, eh bien une conception de la place de l'individu dans la société et le rôle en tant qu'homme ou en tant que femme que ces politiques contiennent et ces politiques contiennent systématiquement des outils qui influencent les comportements. Donc c'est pour ça qu'il faut effectivement à travers les incitations des politiques publiques, tout ce qui est aussi de l'ordre des fois de la pénalisation, la socialisation, etc., ou à travers même le langage, la parole, etc. Il est important effectivement parce que ces politiques ont un effet sexué des politiques sociales. Il y a l'espace public qui a été dit parce que effectivement moi en tant qu'élu je l'ai bien connu, la difficulté de l'occupation des femmes de l'espace public et on peut aussi citer l'exemple des cours d'école parce que c'est dès l'enfance voilà qu'il faut agir, etc. Et on voit que dans des écoles où les cours ont été aménagés et avec pas un grand centre au milieu où les garçons davantage occupent cet espace, et bien à partir du moment où il y a un aménagement des cours avec des coins, etc. et tout, et bien il y a plus de mixité dans les jeux, quoi. Donc c'est important. Stéphanie. Voilà. Peut-être effectivement en rebond de ce qui vient d'être dit, signaler aussi une démarche qui peut aider les collectivités, c'est le label AFNOR. Donc à Montpellier aujourd'hui on travaille, on est en démarche de pré-labellisation. C'est un label qui peut porter à la fois sur la lutte contre les discriminations et l'égalité femmes-hommes. Donc voilà, ces démarches qualité, je pense, sont quand même vertueuses parce qu'on a un externe qui nous accompagne sur ce que l'on conduit. Je partage aussi ce que disait Mathias, nous-mêmes on fait communiquer nos politiques publiques avec notre politique interne. On a vraiment un comité de pilotage qui
porte le plan d'action dans toutes ses dimensions et pas seulement d'un côté l'interne, de l'autre l'externe. C'est le rôle notamment de notre référente égalité que de communiquer avec ses collègues de la cohésion sociale. Et puis j'ajouterais quand même le portage politique. Il est quand même très important aussi qu'il y ait un portage politique fort. Nous, c'est le cas sur Montpellier et je pense que tout ça contribue à l'acculturation commune. Et le dernier point aussi, qui est une évolution législative encore récente, c'est tout le dispositif de signalement qui a été mis en œuvre au sein des collectivités, qui aujourd'hui permet quand même, je pense, de remonter de manière plus sécurisée des comportements inappropriés, des sentiments de harcèlement. Et donc après, l'enjeu pour les collectivités, c'est d'être exemplaire, ça a été dit tout à l'heure, zéro tolérance, et comment on traite tous ces comportements-là. Peut-être pour répondre à la question de l'espace public, mais Françoise en a déjà très bien parlé, effectivement, une ville construite par les hommes pour les hommes pose aujourd'hui des vraies questions d'usage. On a, à Montpellier, comme dans d'autres villes, conduit beaucoup de travail sur les cours, etc. Mais une démarche que je trouve très intéressante, que j'ai la chance de piloter, c'est la ville à hauteur d'enfant. Et effectivement, c'est quelque chose que Francesco Tonucci a conceptualisé et qui nous amène à prendre l'enfant comme le plus petit dénominateur commun. Si on pense une ville à hauteur d'enfant, alors dans ce cas-là, on répond très probablement aux besoins d'usage de personnes âgées, de leur mère, puisque ça a été dit tout à l'heure, le care, le fait de s'occuper des enfants reste encore quelque chose qui est beaucoup préempté par les femmes. Donc voilà, cette démarche-là nous invite à penser la ville autrement. Ça repose la question de la voiture. Aujourd'hui, ce sont essentiellement les femmes qui se déplacent en voiture parce que majoritairement, ce sont elles qui gèrent les activités et déplacements des enfants. Donc, quand vous chassez la voiture, ça repose la question de comment elles peuvent se déplacer dans l'espace public. Et puis, bien évidemment, c'est toute la question des aménagements. Quels sont les besoins dans les parcs, dans l'espace extérieur, les cheminements pour permettre aux enfants d'être plus autonomes et peut-être de moins dépendre de leurs parents et encore une fois de permettre aux femmes de retrouver de la place dans l'espace public. Et le dernier point qu'on a pu conduire à Montpellier, c'est un travail sur le sentiment d'insécurité. Voilà, et ça, je pourrais en parler longtemps, donc je ne vais pas le faire ici. Mais voilà, les femmes sont bien sûr plus sujettes au sentiment d'insécurité. Ce qui est ressorti de tout le travail que l'on a conduit avec beaucoup de partenaires et dont l'université, c'est qu'elles mettent en place des stratégies d'évitement. Et c'est ça aujourd'hui que les collectivités doivent, à mon sens, travailler. On le voit effectivement dans ce que vous m'aviez montré sur leur mode de déplacement à l'intérieur de la ville. Elles évitent complètement ça. Mathias, et puis après, on fera un petit tour de table. Voilà, en deux secondes, juste sur les outils managériaux, et on l'a évoqué, le champ disciplinaire était essentiel. Des fois, c'est terrible de le dire, mais il faut vraiment être exemplaire, parce qu'il y a des sanctions qui vont faire date, qui vont faire mouche, mais surtout, on regarde de temps en temps même dans la composition même des conseils de discipline que tout n'est pas réglé. Y compris chez certains représentants qui siègent au conseil de discipline. Dans ces questions-là, je pense que faire avancer les choses, c'est aussi ne pas mettre la poussière sous le tapis et dire écoutez, tu arrêtes, tu ne refais plus ça la prochaine fois. Il y a vraiment le champ disciplinaire est à explorer et il faut être très, très strict là-dessus, tolérance zéro, avait dit Stéphanie. Faut dire. Alors, il nous reste quelques minutes et encore beaucoup de questions. Il y en a, je vais les regrouper en une seule. Il y a beaucoup de questions qui font le lien entre un terme que vous avez beaucoup utilisé, qui est le terme d'exemplarité des collectivités, et le terme d'attractivité. C'est-à-dire que si les collectivités étaient exemplaires, notamment sur le thème de l'égalité femmes-hommes, peut-être aussi que ça pourrait les rendre plus attractives, mais ça concerne aussi tout un travail qui peut être fait sur certaines filières. Je voudrais un peu votre point de vue, chacune et chacun d'entre vous, sous la forme d'un dernier tour de table, qui peut être aussi l'occasion de dire une ou deux choses que je vous ai empêché de dire ou je ne vous ai pas donné l'occasion de dire. Françoise. Oui, effectivement, exemplarité et attractivité peuvent être menées à la fois en parallèle et ça peut être effectivement l'exemplarité, un objectif pour atteindre plus d'attractivité des collectivités locales. Je pense que à la fois mener des politiques publiques externes et en même temps en interne avoir une démarche qui d'abord n'est pas une démarche à la fois en silo, mais qui a un objectif à la fois d'égalité, de lutte contre les discriminations en interne, eh bien ça mène aussi à montrer une démarche qui est très positive et qui peut amener à recruter des personnes qui pourraient être très mobilisées justement à tous les niveaux, parce qu'on a parlé des cadres dirigeants
mais c'est à tous les niveaux, hein, de la catégorie C jusqu'à la A ou A+, parce qu'on a besoin à la fois de tout le monde, hein, pour faire, et puis que les femmes, elles sont aussi très nombreuses en catégorie C, et avec en même temps des métiers pénibles. Donc il y a, à mon avis, un chemin effectivement à trouver et qui permettent cette attractivité. Ça ne passe pas que par l'exemplarité, mais l'exemplarité regroupe tout, à mon avis, parce que quand on a une démarche exemplaire en matière de ressources humaines, de qualité de vie au travail et des conditions de travail, et que on fait en sorte que dans ces conditions de travail, on fasse on évalue les risques tant pour les hommes que pour les femmes, parce qu'ils sont sous-évalués pour les femmes, les risques professionnels, eh bien on a une démarche qui est exemplaire et qui se veut aller vers l'égalité. Et quand on parle d'égalité, moi je pense, hein, c'est pour ça que c'est plus forcément les quotas mais les pourcentages, mais que on va vers une démarche qui est à la fois égalitaire, universel et accessible. Et moi, c'est des sujets que j'évoque beaucoup quand je traite du handicap pour le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, parce que on a besoin de moins stigmatiser et d'aller vers quelque chose qui est positif. Voilà. Et d'ajouter le terme d'accessibilité. Eh ben oui, tout à fait, qu'elle soit bâtimentaire, qu'elle soit numérique, etc. Parce que ça permet finalement à tous de pouvoir utiliser à la fois l'équipement public ou voilà, l'espace privé, l'espace public, etc. Donc ça me semble effectivement indispensable. Stéphanie ? Oui, effectivement, moi c'était un dans mes propos liminaires. Pour moi, l'exemplarité, c'est vraiment un enjeu aujourd'hui pour l'attractivité des collectivités, mais moi j'ai pour coutume d'être assez pragmatique dans mon exercice professionnel quotidien, et il ne faut pas que ce soit un terme galvaudé, il ne faut pas que ce soit un affichage. Donc l'exemplarité, on ne peut pas être exemplaire dans tous les domaines, mais on doit le montrer par des actions concrètes aux agents. Je le citais tout à l'heure, on a des leviers qui nous ont été donnés. Le RIFSEP, pour moi, c'est vraiment une des mesures qui doit resserrer les écarts de rémunération. On a tout ce qui est les lignes directrices de gestion pour s'assurer d'une plus grande parité dans les avancements, mais on a aussi tout un tas d'autres sujets qu'il faut travailler, et c'est là où on rentre dans quelque chose qui touche le quotidien des agents, les temps non complets. On n'en a pas parlé, ou très peu, mais effectivement, les temps non complets, les emplois du temps contraint touchent majoritairement des femmes, et pour autant, l'employeur ne peut pas à chaque fois résoudre ce cas-là. Par moment, ça s'impose à lui et donc à ses agents, mais on doit accompagner cette démarche-là. Et puis, je vais reprendre un terme que j'ai beaucoup aimé, que Françoise a utilisé tout à l'heure, mais c'est aider les managers à chausser les lunettes du genre. Parce que, encore une fois, l'exemplarité, elle doit aussi être portée à la fois dans la gouvernance et dans la chaîne managériale. Et c'est là où c'est compliqué, parce qu'il y a souvent beaucoup de managers à des niveaux différents dans la collectivité. Et peut-être juste pour finir sur un point que j'avais indiqué, abordé, puis que je n'ai pas fait tout à l'heure, je l'ai dit, l'Observatoire travaille sur des données nationales. Et alors là, je vais parler de l'exemplarité de l'État, qui malheureusement n'a pas été au rendez-vous ces dernières années, puisque avant, la DGAFP publiait annuellement un rapport sur l'état de situation parité femmes-hommes. C'est un rapport qui était composé en 3 volets, dont tout un volet d'analyse sur le DNE. Or, il n'y a pas eu de publication depuis plusieurs années maintenant, compte tenu de réorganisation entre la DGAFP et la DIES. On a interpellé dirigeants des territoires, les différentes directions concernées, et on devait avoir, courant 2023, une publication de données, avec peut-être une année manquante qui aurait été 2020, mais voilà, une publication qui reprenait au moins 2021. Or, hormis par rapport à la proposition de loi où on voit que des données ont été communiquées au niveau gouvernement, parlementaire, etc., il n'y a pas eu cette publication-là. Donc voilà, je ne peux qu'inviter l'État à être exemplaire et à publier à nouveau ces données. Vrai si la DGAFP nous écoute, et sinon on leur enverra le lien de l'émission avec un petit focus sur la dernière partie pour que ce message passe. Mathias. Oui, Oui, juste sur la question de l'attractivité, effectivement, la vitrine c'est joli, mais c'est ce qui est à l'intérieur qu'il faut aussi regarder. Je pense que la question des conditions de travail est quand même une question centrale dans l'attractivité, que même avec une ECT. Voilà, exactement. Mais on a vraiment sur l'égalité et sur la façon dont les femmes peuvent évoluer dans leur environnement professionnel, ont aussi des choses à gagner. Moi, je sais que par exemple là où je travaille, on a un parking par exemple qui est absolument pas sécurisé, qui est sale, qui est
pas bien, on a des questions de cheminement, on a des questions de positionnement des bureaux, on a des questions d'accès aux sanitaires, c'est des choses totalement pragmatiques, mais qui sont absolument essentielles en termes d'attractivité. Si vous recevez quelqu'un pour un entretien d'embauche et que vous avez des conditions de travail qui visiblement ne sont pas respectées, voilà, l'exemplarité des l'exemplarité des managers. Je veux dire, si moi je dis que quelqu'un qui reste jusqu'à 21h ne m'impressionne pas, et que je reste moi-même jusqu'à 21h, eh ben c'est loupé. La question du télétravail, parce qu'on se rend compte que le télétravail n'est pas si égalitaire que ça, en fait, dans la façon dont on pose ses jours et de ce qu'on peut faire avec les jours que l'on a imposés, et puis la question de la rémunération, qui est quand même centrale. Stéphanie le disait. Moi, il m'est arrivé récemment de monter par rapport aux prétentions salariales des agents, de recrues, de monter de plusieurs centaines d'euros les prétentions d'agents que j'allais recruter. C'était 2 femmes, ça m'est jamais arrivé avec un homme, jamais. Très bien, mais écoutez, on arrive à la fin du temps prévu, il est à 1 minute près, mais le temps que je conclue. Merci infiniment pour votre participation à toutes les trois et Mathias, et puis la générosité de vos réponses aussi, parce que c'est important. Pour tous ceux qui n'auraient pas eu de réponse à leurs questions, j'en suis désolé, mais vraiment on a essayé de répondre à presque toutes. Il y en a certaines que vous pouvez effectivement poser au service VK Ligne Expert, et puis peut-être certaines que je me permettrai de poser pour vous à nos intervenantes et à nos intervenants, et vous transmettre les réponses. Pour certaines, ça me paraît possible. Donc un grand merci encore une fois. Merci à Mutam et à VK de nous avoir permis de faire cette émission, et à très bientôt.